Salam alaikum, sahaftorkom, bonsoir tout le monde. Nous vous présentons aujourd'hui le chapitre du cours sur la physiopathologie du choc anaphylactique. Donc pour cela, nous allons commencer comme d'habitude par les objectifs de notre présentation, donc qui seront essentiellement d'intégrer les connaissances immunologiques au raisonnement physiopathologique de l'anaphylaxie, c'est-à-dire d'essayer d'appliquer ce que vous avez déjà appris en immuno, ce que vous allez aujourd'hui apprendre en physiopathologie intégrée à l'immunologie, pour la prise en charge des patients présentant cette réaction. Et bien sûr, ce sera aussi d'acquérir les bases physiopathologiques du choc anaphylactique qui vont être utilisées pour la prise en charge thérapeutique. Pour cela, donc, nous allons commencer par des définitions. Beaucoup d'éléments doivent être intégrés avant de comprendre la physiopathologie du choc anaphylactique. C'est-à-dire en fait que si nous devons décomposer cet état de choc, on le décomposera en deux parties. La partie du choc, c'est-à-dire de l'insuffisance circulatoire aiguë que nous avons déjà abordé lors de la série sur les états de choc. Donc, si on rappelle les mécanismes physiopathologiques des insuffisances circulatoires aiguës et donc des états de choc, le choc anaphylactique va s'inscrire dans le cadre des chocs distributifs. Ainsi que la deuxième partie, c'est-à-dire quel est le primum movens de ce choc distributif, qui est l'anaphylaxie. Et donc, cette anaphylaxie qui est en fait une réaction grave d'hypersensibilité. Donc, nous allons revoir un peu les hypersensibilités et celle qui nous intéresse aujourd'hui, l'hypersensibilité de type 1 ou allergie IgE médiée, allergie immédiate IgE médiée ou non IgE médiée, anciennement anaphylactoïde, encore utilisé aux États-Unis. Le terme donc anaphylactoïde est réservé aux réactions anaphylactiques d'origine non immunologique. Donc nous allons revoir la physiopathologie ou les mécanismes physiopathologiques de l'anaphylaxie en passant par la définition de l'allergie et de l'atopie que nous allons voir tout de suite. Donc, pour la classification des hypersensibilités, vous savez que la classification de Gell et Coombs classe les hypersensibilités qui sont donc une réaction exagérée de l'hôte ou du système immunitaire de l'hôte vis-à-vis d'un antigène, qu'il soit endogène ou exogène. L'hypersensibilité de type 1 s'inscrit dans le cadre des hypersensibilités immédiates, qui sont donc généralement IgE médiées, c'est-à-dire dans l'anticorps principal, c'est l'IgE, qui va être à l'origine du déclenchement de cette réaction. Mais nous savons qu'il y a des réactions de type 1, mais qui ne sont pas IgE médiées. L'antigène est généralement un antigène soluble, exogène, c'est-à-dire qui vient de l'extérieur. Cet antigène va s'appeler allergène et nous allons décrire ses propriétés. Il existe plusieurs cellules effectrices, essentiellement les mastocytes et les basophiles, qui sont donc les cellules centrales de la réaction d'hypersensibilité de type 1. Cette réaction d'hypersensibilité a un large éventail de signes cliniques, allant de la simple rhinite allergique jusqu'à l'arrêt cardiaque et le choc anaphylactique grave, c'est-à-dire une inflammation qui peut être localisée par exemple à l'épithélium respiratoire dans le cas des rhinites, conjonctivite, voire à l'épithélium bronchique en cas d'asthme, et pouvant aller à une réaction inflammatoire généralisée que nous appelons l'anaphylaxie. Donc cet allergène, qui est donc l'antigène responsable du déclenchement de cette réaction anaphylactique, est une substance qui est normalement non immunogène, c'est-à-dire que pour la plupart des individus, ces substances-là, cet antigène-là ne déclenche pas ou n'induit pas de réaction immunitaire chez l'organisme. Donc il y a certains individus qui vont être sensibilisés à cet antigène, c'est-à-dire qu'ils vont devenir réactifs à cet antigène et lors de réintroduction ultérieure, manifester des réactions pathologiques. Ce qui suppose que pour qu'une allergie se développe, il faut un premier contact avec l'allergène qu'on appelle phase de sensibilisation et un deuxième contact qu'on appellera donc la phase de réaction. Ces allergènes sont généralement des antigènes de petite taille, des molécules de petite taille, généralement de type protéique ou peptidique. Ils peuvent donc être transmis ou ils peuvent pénétrer
l'organisme par différentes voies, essentiellement la voie aéroportée pour ce qu'on appelle les pneumallergènes, la voie digestive pour les trophallèrgènes, ou parfois, après effraction cutanée, par exemple lors d'une injection intramusculaire, injection intraveineuse, ou alors lors d'une piqûre, par exemple les piqûres d'hyménoptères, donc les piqûres de guêpes ou d'abeilles, par exemple. Donc, la voie d'administration ou la voie d'entrée de l'allergène dans l'organisme est très importante parce que certains allergènes ne peuvent induire de réaction que dans des conditions bien particulières. Nous savons que, en fait, les allergènes, enfin les allergies à des composants différents, aux composants retrouvés dans la nature, sont des allergies qui sont développées contre un allergène qui est retrouvé dans un système de substances différentes qui vont être des adjuvants à cet allergène, c'est-à-dire qui vont permettre à cet allergène de mieux pénétrer. Par exemple, les allergènes retrouvés dans les déjections d'acariens ne peuvent pénétrer ou sont aidés dans leur pénétration à l'intérieur de l'organisme par des enzymes qui sont retrouvées, des protéases qui sont retrouvées dans ces mêmes déjections. Et donc, ces enzymes vont aider à la pénétration de l'antigène. Il existe aussi de nombreuses réactions croisées entre les espèces, entre les différents allergènes d'espèces très différentes, qui sont même très éloignées sur le plan phylogénétique. Et c'est ce qui explique en fait que certaines personnes développent des allergies à des organismes qui sont de prime abord complètement différents. Vous voyez ici la crevette et les acariens par exemple. Les composants allergéniques donc sont généralement, comme nous avons dit, des familles de protéines et l'allergologie moléculaire nous a permis de déterminer des composants, d'identifier des composants bien particuliers et qui ont été classés selon leur degré de risque de réaction systémique, c'est-à-dire que si nous trouvons un allergène, enfin si nous trouvons un patient qui est sensibilisé, c'est-à-dire dont il présente des IgE ou bien une réaction cutanée contre un allergène donné, on peut identifier cet allergène en le classant selon le type de ces quatre familles-là. Et s'il fait partie d'un de ces quatre types, on saura est-ce que ce patient est susceptible de faire des réactions graves et donc devra bénéficier de traitements allergologiques bien particuliers tels que la désensibilisation, ou bien, au contraire, il ne risque pas de faire de réactions allergiques graves et donc on pourra même lui permettre de ne pas faire d'éviction totale de cet allergène. Je prends comme exemple ici, pour vous illustrer ça, les arachides, donc les cacahuètes. On voit ici qu'il y a environ, donc, enfin, nous décrivons ici 5 types d'allergènes retrouvés dans les arachides, le H1, H2, H3, H9 et H8 par exemple. Donc, si un patient est allergique au H1, qui est une protéine de stockage, dont on sait qu'elle est résistante à la chaleur et à la digestion, et que c'est une protéine de stockage, donc une protéine de stockage induit des réactions systémiques graves, comme vous pouvez le voir ici dans la classification. Les protéines de stockage sont les protéines qui sont les plus graves en termes de réaction systémique. Et par contre, les profilines, ici, ce sont les moins graves. Et en même temps, il n'existe pas de réaction croisée entre les protéines de stockage et d'autres protéines. Donc, un patient qui est allergique au H1 sera probablement allergique qu'à l'arachide et pas à d'autres allergènes. Par contre, si nous prenons par exemple le H8, un patient qui est allergique à l'allergène H8, ce patient-là ne développera pas de réaction importante, donc ça sera des réactions plutôt locales parce que le H8 est une PR10, donc c'est une protéine de type PR10, donc là c'est ici, qui est sensible à la chaleur et donc ces patients peuvent plus ou moins consommer des produits qui peuvent contenir de l'arachide sans trop de problèmes de réaction systémique, surtout après cuisson par exemple. Mais ces patients pourront développer des allergies croisées, par exemple des allergies croisées avec le pollen de bouleau, qui est donc le fait que ce type d'allergènes sont capables d'induire des réactions croisées. Voilà pour résumer
un peu, pour avoir une idée sur l'antigène responsable de cette réaction anaphylactique et ses propriétés. Alors, pourquoi est-ce que certains patients développent une réaction allergique et d'autres pas? On appelle ça l'atopie. Donc, l'atopie est une tendance personnelle ou familiale à induire une réaction de type IgE contre de faibles quantités. Et il faut souligner ça, c'est qu'une faible quantité d'allergènes suffit pour induire la production et la réaction clinique typique de l'anaphylaxie. Donc, généralement, par exemple, si un des deux parents est allergique, c'est-à-dire qu'il a que ce patient a un terrain familial d'atopie, vu que ses parents sont allergiques, il y a un risque de 40% de chance, enfin, il y a 40% de chance pour que leur enfant développe une allergie, vu le terrain d'atopie familiale. Donc, en fait, l'atopique, c'est ça, c'est un profil, c'est un phénotype de patient qui est généralement génétiquement déterminé, mais aussi il existe des phénomènes on va dire, environnementaux qui vont accentuer cette susceptibilité individuelle, génétique, à développer des réactions contre des protéines qui sont inoffensives chez les autres individus, qu'on appelle donc l'atopie. Donc, globalement, l'atopie est en même temps d'origine génétique, elle est essentiellement d'origine génétique, elle est multigénétique, on voyait ici, donc plusieurs gènes sont suspectés dans l'atopie, et ce sont généralement des gènes de molécules ou de cytokines, par exemple, qui participent à la réaction inflammatoire, essentiellement donc à la réaction inflammatoire ou la réaction immunitaire de l'allergie, telle que l'IL4, l'IL5, nous le verrons tout à l'heure. Il existe aussi, bien sûr, une susceptibilité, enfin une grande part de l'environnement et beaucoup d'éléments qui évoquent ça, c'est ce qu'on appelle donc les théories hygiénistes, c'est-à-dire que le fait de rester dans un environnement sans contact avec des antigènes et surtout des antigènes développement des réactions de type TH1, c'est-à-dire des antigènes cellulaires, favoriserait la survenue d'allergies. Voilà un schéma qui résume la pathogénèse de l'anaphylaxie. Donc, je vous explique globalement ce schéma et comme ça, nous pourrons détailler étape par étape ce que nous allons voir maintenant. Donc, le mécanisme princeps ou le prima movens de l'anaphylaxie, le trigger de l'anaphylaxie, c'est l'activation des cellules mastocytes, des mastocytes et des basophiles par soit les IgE, c'est-à-dire une réaction antigène-anticorps qui sont fixés sur les cellules, sur les mastocytes et les basophiles. Et donc, cette anaphylaxie sera dite immunologique, ou bien l'activation de ces mastocytes par des voies qui ne passent pas par ces récepteurs immunologiques, par ces IgE, ou bien qui ne passent pas du tout par le système immunitaire. Donc, vous voyez ici, par exemple, il y a certains médicaments qui sont dits histaminolibérateurs, c'est-à-dire qui vont induire l'activation du mastocyte sans passer par le système immunitaire, ou parfois certaines substances ou certains risques d'allergie sont dus à l'activation de systèmes qui ne font pas partie des IgE, donc du système IgE médiés et qui sont donc généralement qui passent par exemple par le complément à travers ce qu'on appelle donc les anaphylatoxines que sont le C3A et le C5A. Donc l'activation des mastocytes et des basophiles va être à l'origine de libération de leurs médiateurs qu'on verra tout à l'heure qui sont donc divisés en trois, les médiateurs préformés en chef de file l'histamine et d'autres enzymes, les médiateurs néoformés donc qui sont donc des dérivés d'acide arachidonique dont le chef de file sont les prostaglandines et les leucotriènes, et des médiateurs transcrits que sont, on verra, les cytokines pro-inflammatoires, essentiellement l'IL4. Donc la libération de ces substances par les mastocytes et les basophiles va être à l'origine de réactions multisystémiques selon l'organe cible, c'est-à-dire généralement là où il y a l'activation du mastocyte,
ou bien une réaction qui peut aller jusqu'à une réaction généralisée, c'est-à-dire qu'il y a une activation des mastocytes et des basophiles de tout l'organisme. Donc, on peut avoir, et c'est plus fréquent, les réactions cutanées, donc avec l'urticaire et l'angio-œdème, les réactions respiratoires avec la toux et bronchospasme, donc déterminées par une dyspnée avec des sibilants, allant jusqu'à donc la crise, l'asthme aigu grave. Les crises ou les atteintes digestives avec des nausées, des vomissements, des diarrhées, donc dues à l'inflammation et la congestion intestinale. Les réactions qui nous intéressent aujourd'hui, qui sont donc les réactions cardiovasculaires, avec donc l'hypotension allant jusqu'au choc qui peut devenir réfractaire et peut induire un arrêt cardio-circulatoire. Et parfois, nous avons aussi des réactions neurologiques du système nerveux central à type de céphalie. Donc, comme nous avons vu tout à l'heure, l'anaphylaxie passe par deux phases quand elle est IgE dépendante, c'est-à-dire l'anaphylaxie immunologique. Par contre, l'anaphylaxie non immunologique ne passera pas par la première phase de sensibilisation, mais aura en commun la phase de réaction, la phase d'activation mastocytaire, et c'est pour ça que nous allons la voir ensuite lors de la deuxième phase, enfin, quand on nous expliquera la deuxième phase d'emblée. Donc, la physiopathologie de l'allergie IgE dépendante passe par une première phase A, qui est la phase de sensibilisation. L'antigène, donc qui est l'allergène introduit dans l'organisme, va être à l'origine d'une activation immunitaire et de production d'anticorps spécifiques à cet antigène que sont les anticorps de type IgE. Puis cet IgE va se déposer dans l'organisme et il va persister au niveau des cellules, essentiellement donc les mastocytes, en attendant un deuxième contact ou un contact ultérieur qui va être à l'origine de la réaction allergique, c'est-à-dire de la réaction clinique et de la symptomatologie. C'est la deuxième phase, donc la phase de réactionnelle. Donc, première phase ou phase de sensibilisation, elle est complètement asymptomatique. C'est une phase de synthèse des IgE. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'activation des cellules immunitaires, mais globalement, quand vous avez l'antigène qui va rentrer par exemple ici, dans un système quelconque, respiratoire par exemple, au niveau du poumon, il va être capté par les cellules dendritiques de celui-ci, donc les cellules dendritiques qui sont circulantes. Ces cellules dendritiques vont migrer à travers la lymphe et devenir des cellules présentatrices d'antigènes professionnels, allant vers les ganglions et donc où ils deviendront matures. À ce niveau-là, ces cellules dendritiques vont ils vont présenter l'antigène processé avec le CMH 1 et le CMH2. Donc ici, ça sera essentiellement le CMH 2, puisqu'ils vont présenter essentiellement au LT4. Donc, avec la présence de molécules de co-stimulation, donc le lymphocyte T qui reconnaît cet antigène va être activé. Et ce lymphocyte T activé va induire l'activation de lymphocyte B réactif à cet antigène. Et ce lymphocyte B réactif à cet antigène va produire des anticorps sous l'action de cytokines particulières, essentiellement de l'IL4. Cet anticorps va être modifié, switché vers l'IgE. Cette phase donc de la réponse immunitaire est une phase asymptomatique de production d'IgE contre l'antigène, donc contre l'allergène. Elle prend environ une dizaine de jours. La réponse, donc, elle est orientée vers les lymphocytes Th2. Donc, vous savez globalement qu'il y a caricaturellement deux types de lymphocytes T, mais bien, CD4. Mais bien sûr, l'immunologie est beaucoup plus complexe que ça. Mais il faut savoir que ces personnes-là ont tendance à développer une réaction de type H2 par le fait de ce qu'on a vu tout à l'heure, donc les phénomènes génétiques. Les patients développeront plus des réactions de type Th2 que de type Th1. Et donc, ils vont produire les cytokines de cette réponse immunitaire, que sont l'IL4 et l'IL5. Non seulement ces cytokines vont induire la production d'IgE, mais aussi vont favoriser le développement et voire même la maturation et la prolongation de la durée de vie
des cellules effectrices de la réaction allergique que sont essentiellement les mastocytes, mais aussi, à travers l'IL5, les éosinophiles. Donc, nous allons voir un peu cette IgE, puisque c'est la molécule principale du déclenchement de cette réaction anaphylactique. Donc, les IgE aussi, je ne vais pas vous faire un cours d'immunologie, ce sont des anticorps qui ont pour but la réaction immunitaire ou la défense contre essentiellement les helminths, et leur rôle principal est ce rôle physiologique donc de défense contre les helminthiases. Par contre, chez certains individus, il y aura une production excessive d'IgE. Cette production d'IgE sera détournée ou sera réactionnelle ou sera pardon, j'ai perdu le mot. Donc, cette IgE détournée aura comme cible des allergènes et non pas des parasites et non pas des organismes pathogènes, plutôt des antigènes non pathogènes, inoffensifs, et ça sera l'hypersensibilité immédiate. Donc les IgE, vous savez, ils ont une demi-vie très courte, de 2 à 3 jours environ. C'est pour ça que leur concentration sanguine, elle est faible. Mais par contre, ils ont une durée de vie au niveau des cellules qui est très grande. Ils peuvent persister plusieurs mois, voire même plusieurs années, à la surface de cellules, essentiellement des mastocytes et des basophiles, qui contiennent le récepteur FcεR1, qui est le récepteur de haute affinité, et qui sera donc le lieu privilégié de la réaction anaphylactique. Et il faut savoir qu'actuellement, des médicaments ou des molécules dont le nom est imprononçable, interagissent ou prennent la cible du FcεR1. Le FcεR2, par contre, se retrouve, donc il est de plus faible affinité, se retrouve sur d'autres cellules immunitaires, essentiellement les éosinophiles, et ce récepteur va aussi participer à la réaction immunitaire. Donc, comme vous voyez ici, quand l'IgE est fixé ou reste fixé sur le mastocyte, sur son récepteur FcεR1, quand il va rencontrer l'antigène, il va pouvoir induire l'activation et donc la réaction immunitaire. Nous verrons tout à l'heure que cette réaction, dans la base principale, c'est la dégranulation du mastocyte. Voilà le récepteur FcεR1 de l'IgE. Vous voyez ici un IgE avec ses domaines constants et son domaine variable. Et comme vous le savez, l'IgE n'a pas de région charnière, tout comme l'IgM, contrairement aux IgG, aux IgA. Deuxième phase, la phase réactionnelle ou la réintroduction de l'allergène. Donc, à cette phase-là, la réaction inflammatoire va se faire très rapidement après le contact, quelques secondes, quelques minutes après le contact. Tout dépendra généralement de la voie d'administration, mais il y aura une réaction. La réaction peut durer généralement 60 minutes, mais avec une phase tardive due à l'activation des autres molécules inflammatoires que nous avons vues tout à l'heure, que nous verrons. Et donc, généralement, il peut y avoir une seconde réaction à distance de la première réaction due à cette activation inflammatoire. Et cette phase tardive doit être surveillée, guettée, et on peut tenter de la prévenir. Donc, ce mastocyte, quand il va s'activer, quand il va se dégranuler, il va libérer des médiateurs. Nous avons dit 3 types de médiateurs. Les médiateurs dits préformés, qui sont essentiellement des amines vasoactives dont le chef de file est l'histamine. Il existe aussi d'autres. La sérotonine n'est pas trop prouvée chez l'être humain. Et il y a aussi la libération d'enzymes qui vont augmenter l'action de ces amines vasoactives, telles que la tryptase et la chymase. Nous avons aussi des médiateurs néoformés, donc qui sont d'origine lipidique, essentiellement les prostaglandines et le leucotriene. D'autres médiateurs sont néotranscrits, c'est-à-dire qu'ils sont fabriqués à partir d'une transcription de l'ADN. Donc, ce sera essentiellement des cytokines, des chimiokines et des facteurs de croissance. Ce sera des cytokines qui vont accentuer la réaction TH2, essentiellement donc l'IL4. Donc, à cette phase-là,
rejoint, donc au niveau de cette phase, il y a aussi la possibilité, enfin, cette phase ressemble à la phase anaphylactoïde, c'est-à-dire à la réaction d'histaminolibération non spécifique ou non immunologique, ou l'anaphylaxie non immunologique, qui est donc la réaction anaphylactoïde. Donc, ça sera la libération de ces médiateurs-là par les basophiles et les mastocytes, mais sans passer par les IgE et leurs récepteurs. C'est les mêmes substances qui sont libérées, mais il n'y a pas de substances néoformées. Il n'y a que les substances préformées. Et c'est pour ça que cette réaction est généralement unique. Il n'y a pas de phase tardive. Elle évolue en une seule phase. Cette réaction, elle est dose dépendante. Elle est dépendante aussi d'autres facteurs tels que la vitesse d'administration et l'osmolarité. Ce qui fait que certains proposent, quand on a une possibilité d'histaminolibération, de donner ces médicaments-là à une vitesse lente, diluée et avec des doses fractionnées. Et cela, vous allez le voir dans votre pratique courante, surtout dans certaines spécialités telles que l'anesthésie, réanimation. Il existe tout grade de gravité peuvent être observés dans l'anaphylaxie non immunologique. Et comme nous avons dit, la cellule cible de la réaction anaphylactique, c'est la cellule mastocytaire et les basophiles que vous voyez ici dans un frottis sanguin au microscope optique. Donc, c'est les cellules centrales de la réaction anaphylactique. Ils contiennent des granules préformés qui vont permettre la libération de molécules, essentiellement l'histamine, mais aussi la tryptase. Ces deux molécules peuvent être dosées dans le sang et pourront être utilisées comme diagnostic a posteriori de la réaction anaphylactique. Mais ils ne feront pas la différence entre une réaction anaphylactique et une réaction anaphylactoïde. Donc, généralement, c'est la tryptasémie qui est dosée parce que sa durée de vie dans le sang est plus importante que celle de l'histamine et elle est moins fragile. Mais l'histamine peut être aussi dosée dans le sang. Comme nous avons dit, il y a aussi activation de voies néoformées, essentiellement donc le PGD2, la prostaglandine D2 et les leucotriènes, ainsi que le PAF. Alors, il faut savoir qu'il existe des mastocytes myocardiques qui sont généralement voisinage des vaisseaux coronaires. Et ces mastocytes sont à l'origine d'un vasospasme qui peut aggraver la réaction anaphylactique. Parlons un peu de l'histamine. Donc, l'histamine est un médiateur, c'est le médiateur le plus important de la réaction anaphylactique. Il est le produit de la décarboxylation d'un acide aminé qui est l'histidine. Donc, l'histidine, c'est une histamine décarboxylée, c'est-à-dire qui a perdu son COOH. Et sa diffusion dans l'organisme est très rapide. Donc, il a une demi-vie courte de 1 à 3 minutes. C'est ce qui explique en fait que la réaction est très importante, mais dans la durée est courte. Il agit sur plusieurs récepteurs. Ces récepteurs sont retrouvés dans différents systèmes. Le plus important pour la réaction anaphylactique, c'est le H1, qui est donc à l'origine de la bronchoconstriction, des réactions digestives, de la vasodilatation artériolaire, de l'augmentation de la perméabilité capillaire, mais aussi du chimiotaxisme de cellules inflammatoires. Donc en fait, ces récepteurs sont à l'origine de la réaction immunitaire. Et c'est ceux-là qui vont être ciblés pour prévenir cette réaction par les antihistaminiques de type anti-H1. Le récepteur H2, par contre, il est essentiellement gastrique. Il permet d'augmenter la sécrétion acide gastrique. Il est aussi retrouvé au niveau du myocarde. Ce récepteur, il est à l'origine donc du traitement anti-H2 pour la protection de l'ulcère gastrique. D'autres types de récepteurs sont retrouvés, le H3, le H4, etc. Et des récepteurs cérébraux, par exemple, qui vont être à l'origine donc, du prurite et par exemple, de la somnolence. Le métabolisme du cycle veille-sommeil. Le métabolisme donc, de l'histamine, il est hépatique et son élimination, elle est urinaire. Ce dosage de méthylhistamine il sera plus facile à faire. Donc, du métabolite au niveau urinaire est plus facile et sa durée est plus importante, de 3 à 4 ans. Donc, il existe une corrélation entre l'histaminémie, c'est-à-dire le degré d'histamine libéré et les effets généraux de la réaction anaphylactique.
Et c'est pour ça que plus, pour les réactions immunologiques IgE médiées, on ne peut pas se baser sur la quantité d'allergènes parce que même s'il y a une faible quantité d'allergènes, il peut y avoir une grande libération d'histamine, une grande activation des mastocytes. Par contre, pour les réactions non IgE médiées, cette histaminémie sera, en fait, la dégranulation sera directement proportionnelle aux doses de médicaments histaminolibérateurs introduits et donc la réaction sera plus importante, plus grave quand la dose est plus importante. Donc, pour les réactions IgE médiées, elles sont doses indépendantes, alors que les réactions non IgE médiées, elles sont doses dépendantes. Donc, vous voyez, pour 2 nanogrammes par millilitre d'histaminémie, il y aura un tachycardie. Si ça dépasse les 15, on aura une dépression myocardique, plus de 50, risque d'arrêt cardiaque. Les autres médiateurs vont participer à cette réaction. Donc, nous avons les prostaglandines qui sont bronchoconstricteurs et vasodilatateurs et ils vont aussi activer la coagulation. En fait, ils vont activer l'hémostase primaire, comme nous avons vu déjà. Le thromboxane A2 aussi, il est pro-agrégant, donc induisant une activation plaquettaire, comme nous avons dit. Les leucotriènes sont beaucoup plus puissants et plus durables que l'histamine et ils induisent une bronchoconstriction ainsi qu'une vasoconstriction coronaire. C'est ce qui va être à l'origine de la dépression myocardique, entre autres. Le facteur d'activation plaquettaire, aussi libéré par ces mastocytes, et il est à l'origine d'augmentation de la perméabilité capillaire et d'une agrégation plaquettaire. Le monoxyde d'azote est produit en grande quantité au cours du choc anaphylactique par ces mastocytes et il est à l'origine, donc le monoxyde d'azote, c'est le principal agent vasodilatateur. Il est à l'origine d'une vasodilatation artériolaire responsable de l'hypotension et vénulaire, on le verra tout à l'heure. Donc, toutes ces réactions, tous ces médiateurs libérés vont être à l'origine de réactions diverses qui dépendent donc du nombre de mastocytes et de la quantité de mastocytes activés selon le degré d'immunisation, c'est-à-dire le degré de sensibilisation, selon le type d'allergène sensibilisé ou bien selon la dose de médicaments introduits si c'est dans le type d'une réaction non immunologique. Donc, ça peut aller du simple érythème avec un prurité urticaire, donc le grade 1. Le grade 2, il y aura d'autres signes, donc des signes plus, de signes plus systémiques, tels qu'une tachycardie, une légère hypotension. Il peut y avoir donc aussi les mêmes types de réactions d'œdème des muqueuses, des prurites, l'urticaire, mais cette fois-ci, nous aurons aussi des signes respiratoires à type de toux et de dyspnée. Le grade 3, c'est le grade du choc anaphylactique. Il suffit d'avoir un de ces signes pour parler de grade 3. Il n'est pas nécessaire donc, d'avoir tous les signes pour dire qu'il y a un grade 3. Donc, un état de choc, un bronchospasme avec cyanose suffisent pour parler de grade 3. Et le grade 4, c'est l'arrêt cardio-respiratoire. Donc, comme nous avons dit, et nous prenons comme exemple ici le choc anaphylactique péropératoire, il existe différentes gravités cliniques et ces gravités cliniques ne sont pas, elles peuvent être immunomédiées ou non immunomédiées, mais généralement les réactions IgE dépendantes sont plus graves que les réactions non IgE dépendantes et nous voyons souvent des urticaires au bloc opératoire induits par l'injection de produits histaminolibérateurs tels que certains hypnotiques, le pentotal ou certains analgésiques et les opiacés, alors que les réactions les plus graves sont des réactions de type IgE médié, donc de type allergique. Si nous reprenons un peu la physiopathologie de toutes ces manifestations, donc nous commençons par les manifestations cutanées. Les manifestations cutanées sont souvent les plus précoces et elles permettent d'orienter le diagnostic. Elles ne sont pas constantes, mais elles sont assez précoces. Elles intéressent les régions riches en mastocytes, donc, qui sont donc des régions qui doivent être surveillées, par exemple, au bloc opératoire, c'est essentiellement la face et la région antérieure du thorax avec le cou. Nous voyons souvent à ce niveau-là donc des urticaires, des éruptions cutanées, mais qui sont généralement brèves. L'histamine, les prostaglandines et le facteur activateur plaquettaire va induire quoi? Il va induire des vasodilatations. Cette vasodilatation avec augmentation de perméabilité, vasodilatation des artérioles et des capillaires et des vénules cutanées, c'est pour ça que nous voyons donc un aspect rougeâtre
de la peau, mais qui s'efface à la vitropression parce qu'il n'y a pas d'extravasation de sang. Il y a juste une vasodilatation. La physiopathologie des manifestations respiratoires dépend aussi de ces médiateurs, histamine, leucotriène essentiellement, donc qui est essentiellement la bronchoconstriction, qui est donc puissante et durable, et doit être donc traitée d'une façon donc plus agressive. Donc il y a un risque important de complications liées à ce bronchospasme. D'autres manifestations respiratoires sont inconstantes, telles que donc, un œdème des voies aériennes supérieures. Donc, l'œdème des muqueuses peut s'étendre jusqu'au larynx, induisant l'œdème de Kuhn, et donc une dyspnée laryngée, voire un arrêt respiratoire, donc qui devra faire intervenir des thérapeutiques parfois invasives. Pour la physiopathologie des manifestations cardiovasculaires, donc essentiellement de l'état de choc anaphylactique, bien sûr. Donc, comme vous le savez, le choc anaphylactique est un choc distributif. Donc, nous avons une vasodilatation systémique induite par ces molécules que nous venons de citer. Donc, ces molécules induisent une vasodilatation initialement artériolaire. Cette vasodilatation artériolaire va faire chuter la pression artérielle d'une façon rapide et prolongée. Activer le système nerveux sympathique va être à l'origine d'une tachycardie et d'une augmentation donc, du débit cardiaque pour maintenir la perfusion des organes, essentiellement des organes nobles. Donc, il y aura une redistribution du sang vers le cerveau et le cœur. Donc, cette phase hyperkinétique d'hypotension, de tachycardie avec un débit préservé, voire un débit élevé, va être suivie d'une phase hypokinétique classiquement, donc qui survient quelques minutes après. Donc, c'est extrêmement rapide. Pourquoi? Parce que cette vasodilatation va intéresser aussi le territoire veineux. Ce territoire veineux vasodilaté va diminuer sa compliance et donc il y aura une diminution des pressions de remplissage, c'est-à-dire une diminution de la pression systémique moyenne et du retour de la précharge des ventricules droit et gauche. Cette précharge étant diminuée va induire une diminution du débit cardiaque et je vous rappelle que le débit cardiaque égale toujours au retour veineux. Donc si le retour veineux diminue, le débit cardiaque va diminuer. Vous pouvez revoir notre vidéo sur la physiopathologie, les généralités sur la physiopathologie des états de choc, où nous expliquons un peu plus cette défaillance circulatoire. Alors, ce débit cardiaque étant bas, avec l'hypotension, c'est-à-dire avec la chute des résistances artériolaires, nous aurons une diminution de la perfusion tissulaire, une hypoperfusion tissulaire, ce qui va aggraver la souffrance tissulaire et induire donc une défaillance multiviscérale qui peut aller vers la mort. Cette défaillance multiviscérale peut être assez marquée, elle peut être assez grave, surtout si nous n'agissons pas à temps, vu la rapidité de l'installation de cet état de choc. C'est un des états de choc qui s'installe les plus rapidement. Il est différent de l'état de choc septique, qui est un choc distributif, mais qui s'installe plus sournoisement et plus lentement. Cet état de choc donc, doit être pris rapidement, sinon il va passer vers une phase dite réfractaire où la déférence d'organes est telle que même si nous maintenons ou si nous remettons la pression artérielle ou la pression de perfusion du tissu à la normale, la déférence est tellement grave qu'elle ne peut plus être elle est réversible et elle est irréversible, pardon, elle devient irréversible et elle ne pourra plus être rattrapée. Voilà. Le choc hypovolémique va s'ajouter à cette phase de vasodilatation vénulaire par une augmentation de la perméabilité capillaire et une fuite capillaire du plasma. Donc, il y aura une fuite de plasma vers l'interstitium et donc être à l'origine d'une aggravation de la baisse du débit cardiaque, de la perfusion tissulaire. Voilà, donc la perfusion tissulaire est très importante et elle est rapidement altérée en cas de choc anaphylactique. Et vous voyez ici donc une petite expérience sur des souris où on a induit une hypotension par de la nicardipine et en même temps on a induit une réaction anaphylactique par de l'ovalbumine. Donc ces souris étaient sensibilisées à l'ovalbumine. Et nous voyons la chute rapide de la pression tissulaire en oxygène chez les patients anaphylactiques, contrairement chez les souris ayant une réaction anaphylactique, contrairement aux souris chez qui on a induit une hypotension par nicardipine. Donc, cette hypotension n'est pas, cet état de choc n'est pas dû que à l'hypotension, mais il est dû à de multiples
phénomènes, essentiellement donc l'hypoperfusion induite par le bas débit, c'est-à-dire par la diminution du retour veineux. Et donc nous avons une activation sympathique qui va essayer de redistribuer cet oxygène et il y aura une souffrance des autres tissus, avec donc production de lactate en grande quantité. Donc la gravité dépend de l'installation rapide du traitement qui se base sur deux principes que sont donc l'adrénaline et le remplissage, et bien sûr l'éviction de l'allergène. D'autres troubles cardiaques peuvent survenir, donc des troubles du rythme peuvent se voir, essentiellement donc induits par l'histamine, comme nous avons dit, il y a des récepteurs H1 et H2 au niveau cardiaque, des troubles de la repolarisation induits par la vasoconstriction coronaire, des arrêts cardiaques d'emblée et parfois des arrêts cardiaques secondaires, donc dus au choc réfractaire, au choc prolongé. Voilà, donc pour résumer, l'évolution du choc dans le temps, on a le choc compensé donc dans sa phase avec redistribution du sang vers les organes nobles, le choc décompensé, donc où il y aura un cercle vicieux qui va induire le décès parce que le choc devient irréversible et on ne pourra pas, aucune thérapeutique ne pourra stopper cette évolution. Alors, pour revenir à notre réaction anaphylactique, je vous ai dit que la réaction anaphylactique peut apparaître jusqu'à 6 heures après une première réaction. Cette évolution n'est pas constante, donc seulement 1 à 20% des manifestations sont biphasiques, mais si la réaction initiale était grave, la réaction secondaire peut l'être aussi, et donc il y a un risque de développer une réaction secondaire grave. Et donc, il faut faire un traitement rapide, adapté et surtout surveiller le patient. Cette réaction tardive pose beaucoup de problèmes parce que la première réaction peut passer un peu inaperçue, mais la seconde réaction, qui peut être potentiellement grave, on ne pourra pas la rattacher directement à une ingestion d'un produit donné. Les principes du traitement, donc, comme nous avons dit, ils se basent essentiellement sur l'adrénaline puisque c'est un vasoconstricteur puissant par ses effets alpha et en même temps un inotrope important par ses effets bêta. Donc, il va induire une augmentation du débit cardiaque et une augmentation de la pression artérielle. Donc, c'est le traitement de choix. Les doses, je ne vous en parle pas. Et le remplissage, qui est donc le traitement complémentaire à l'adrénaline parce qu'il y a toujours une hypovolémie. Mais il ne remplace pas l'adrénaline. Les antihistaminiques et les corticoïdes ne sont pas une urgence thérapeutique, mais peuvent permettre de prévenir la réaction biphasique, donc la deuxième réaction, et surtout, donnés au long cours, ces antihistaminiques vont permettre de diminuer la gravité des réactions anaphylactiques. Je vous remercie. C'était un cours assez quand même lent. J'ai essayé donc de faire un parallèle entre vos connaissances immunologiques et les connaissances physiopathologiques, donc cliniques que vous allez prendre, que vous allez acquérir au fur et à mesure de votre apprentissage. Il faut savoir faire la synthèse entre ces différentes spécialités, entre les différents modules pour avoir une compréhension complète et permettre une prise en charge adéquate de vos patients. Donc, n'oubliez pas de répondre aux questions qu'on va laisser en commentaire. Donc, une grille de questions qui reprennent les principaux points que nous avons abordés pour fixer ces idées, pour fixer ces informations. Yadek comme ça et au revoir.